Bienvenue dans cette seconde partie des experts au féminin. On retrouve nos chroniqueuses. Amanda, vous avez un sujet, je crois, qui fera vraiment plaisir aux mélomanes. Ah oui, alors ce soir, on va parler de danse compas. Ah, très bien. On va ploguer, c'est ça? C'est ça. Joël, où est-ce que vous nous emmenez? On part à Saint-François aujourd'hui. On va à la rencontre de Marie Scopette qui développe un très joli projet de ferme bio là-bas. D'accord, Marie Scopette qui est avocate et qui se lance au niveau de la ferme. C'est intéressant, ça. Très bien, très bien. Cindy, et avec vous, on reçoit quelqu'un. Alors, mon étoile du soir s'appelle Vanessa Longfort. Oui. Vanessa est à la tête d'un cabinet qui s'appelle le Service Financement. Elle est courtier en financement et avec elle ce soir, nous allons découvrir ce beau métier. Très bien. Vanessa Longfort est avec nous par Skype. Bonsoir Vanessa, bienvenue sur le plateau des experts au féminin. Bonsoir à vous, merci. Je vous laisse entre les mains experts de Cindy. Bonsoir Vanessa, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors grâce à vous ce soir, nous allons découvrir ce beau métier qui est le métier de courtier en financement. Alors avant toute chose, je vais vous présenter. Vous êtes à la tête d'un cabinet, comme je disais tout à l'heure, qui s'appelle le Service Financement. Et vous avez ouvert ce cabinet il y a quelques années et ce soir, vous allez nous parler de votre parcours. Alors première chose, justement, parlez-nous de ce qui vous a motivé à devenir courtier en financement et quel est votre parcours par rapport à ça? Bonsoir à tous, merci en tout cas pour l'invitation. Ce qui m'a motivée vraiment à exercer ce métier, c'est vraiment que des opportunités. Je ne suis pas née pour devenir courtier, pas du tout. Et j'ai un parcours assez, je ne vais pas dire atypique, mais qui n'était pas forcément lié à ce que je fais aujourd'hui. Donc, pour synthétiser vraiment au grand maximum, après mon bac dans le commerce, je me suis dirigée vers un DUG d'anglais parce que je voulais absolument, pour moi l'anglais c'était égal au voyage. Donc, je me suis dit, allez, je vais commencer par l'anglais et après je pourrai voyager. Je me suis dirigée un petit peu vers le tourisme. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, non, le tourisme, ça ne me permettrait pas spécifiquement de voyager plus que ça. Et assez rapidement, donc, j'ai intégré des structures dans le commerce. Et la banque est arrivée. Alors, il n'y a pas de hasard dans la vie, mais la banque est arrivée devant moi. C'était une opportunité parmi tant d'autres. Et ça m'a beaucoup plu. Et ensuite, j'ai été sollicitée en fait par un confrère courtier qui m'a demandé de collaborer avec lui pour sa marque. Et ensuite, j'ai créé ma propre structure il y a 5 ans. Voilà. Je vous explique un petit peu mon métier. Donc, je suis courtier en crédit. Les courtiers, en fait, comme beaucoup de courtiers qui existent déjà sur la place, on connaît les plus connus, les courtiers en assurance, les courtiers en bourse. On est simplement, en fait, des intermédiaires entre deux parties, des personnes, en tout cas pour mon cas, désireuses d'obtenir un financement au meilleur coût du marché. Et puis les partenaires bancaires qui arrivent à m'octroyer des montages qui peuvent être intéressants pour ces derniers, puisque sur le flux de dossiers que je vais apporter à mes partenaires bancaires, je vais pouvoir réduire beaucoup de frais annexes, ces frais annexes sur les durées globales d'un prêt immobilier, on va dire, qui sont des durées 10, 15 ans, 25 ans, il faut absolument réduire le coût, puisque justement c'est un coût. Donc j'accompagne et je guide mes clients qui recherchent en tout cas un financement à moindre coût, mais en fait qui sont un petit peu perdus parce qu'en ce moment les conditions d'octroi de crédit sont assez complexes et c'est un petit peu la jungle. Donc voilà, en gros, ce que je propose à mes clients. Lorsqu'on préparait l'émission, vous me disiez que vous accompagnez les porteurs de projets, les chefs d'entreprise et les particuliers également. Dans le cadre justement de cette thématique, on développe beaucoup sur l'entrepreneuriat. Quel est l'intérêt pour un entrepreneur de faire appel à vos services ? Alors en tout cas pour un porteur de projet, mais ça va l'aider puisqu'en fait, je pense comme beaucoup de chefs d'entreprise ou de chefs d'entreprise classiques, on ne sait pas par où commencer. Vraiment, mon expérience a été vraiment... j'ai commencé par la fin, à vrai dire, avant de commencer par les étapes classiques, on va dire l'étude de marché, réaliser un business plan. Moi, j'ai commencé par immatriculer la société et ce n'était pas ça. Hein. On est bien d'accord, on commence par les débuts. Et du coup, moi, quand je reçois en fait des porteurs de projets, mais je les guide déjà à ce stade-là. Je prends l'exemple de mon expérience et ensuite je les mets en relation quand même avec des réseaux qui sont spécialisés dans ce domaine-là pour les accompagner dans la création d'entreprise. Mais à un moment donné, ils sont bien évidemment
confrontés au nerf de la guerre, qui sont les finances et l'accompagnement des banques pour mettre sur pied leurs projets. Donc, je les guide, je les conseille pour leur dire, voilà, il y a ça, ça, ça à faire. Il faut vraiment respecter ces étapes-là. Et pour la présentation, en tout cas, de leur projet, et pour que la banque puisse les accompagner, en tout cas, dans la partie financement, il faut envelopper ça dans un beau papier cadeau. Et le beau papier cadeau, c'est effectivement l'étude de marché, le business plan, les chiffres, leur expérience, leur expertise. Et c'est vrai que c'est important, pour eux particulièrement, de commencer par là. Moi, je les conseille. Je vais entre guillemets, les laisser entre de bonnes mains avec des réseaux spécialisés pour la création d'entreprises. Et on se revoit après pour que je puisse présenter leur dossier, en tout cas la création de leur entreprise, pour présenter auprès de mes partenaires bancaires. Voilà. Alors, je vais rebondir justement sur ce que vous avez dit. Vous allez parler de votre expérience. Alors, parlons-en, ou plutôt de votre expérience. Dans une interview, vous avez indiqué que votre maman voulait que vous soyez mannequin ou hôtesse de l'air. Est-ce qu'on peut développer par rapport à ça? Alors, lorsque j'ai obtenu mon bac, j'étais un bac commercial à l'époque, de technique commerciale. C'est vrai, comme je vous disais tout à l'heure, j'avais des envies de voyage. Et pour voyager, il fallait au moins que j'ai une deuxième langue ou une troisième langue à maîtriser. Donc je me suis dit, bon, il faut absolument que je parle anglais. Ma mère qui me dit effectivement, ah ben dans ces cas-là, tu n'as qu'à faire une école de tourisme et puis tu deviendras hôtesse de l'air et voilà, voilà, voilà. Ok, j'étais pas plus emballée que ça, mais ça a commencé par là et j'ai vraiment intégré une école de tourisme en Guadeloupe à l'époque, qui nous apprenait effectivement le tourisme, le métier d'hôtesse et le tourisme en général. Mais vous pensez bien que c'était une envie de maman, mais pas la mienne. Et c'était une très bonne formation. Hein. Vraiment, c'était vraiment très, très... ça m'a servi en tout cas pour la suite, mais pas pour parler anglais forcément, et encore moins pour voyager, puisque le métier en tout cas d'hôtesse de l'air permet de voyager, mais on ne visite pas, on ne voit pas beaucoup de pays réellement, en tout cas, sauf quand on prend des congés peut-être. Donc c'est vrai que c'est elle, en gros, qui m'a poussé un petit peu, sans vraiment que je le souhaite, à intégrer cette école de tourisme pour moi, en tout cas, assouvir mes envies de voyage. Donc j'ai utilisé ça, pour moi, c'était pour ne pas aller à l'encontre de ce qu'elle disait, et comme on dit, un oui c'est la paix. J'ai dit oui, d'accord, on va faire cette école-là. Mais voilà, c'était pas ce que je recherchais véritablement. Mais ça a commencé par là. Oui, ma mère me voyait mannequin et hôtesse de l'air, mais voilà, c'était juste peut-être son rêve à elle, mais pas le mien spécifiquement. Ce type d'intervention comme la vôtre, hein, puisque nous sommes suivis par beaucoup de personnes qui souhaitent se lancer, impulse justement dans le cadre de la création. Vous, si vous deviez placer un mot sur votre parcours, quel serait-il? Opportunité, vraiment. Je ne vois que ce mot-là en fait qui me vient à l'esprit, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'ai eu que des opportunités. Je ne suis pas née pour devenir entrepreneur. Hein. Loin de là, ma famille n'est pas du tout. Je ne suis pas issue d'une famille d'entrepreneurs. J'étais salariée depuis de nombreuses années, pendant plus de 15 ans, et ça a été une succession d'opportunités, et vraiment d'opportunités très enrichissantes, de rencontres, de partages. Donc oui, l'opportunité, c'est vraiment ce qui ressort vraiment de mon parcours. Pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer en tant qu'entrepreneur? J'ai pas entendu le début de la... Un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait se lancer en tant qu'entrepreneur? Ne pas rester seul. Je pense que vous qui êtes aussi entrepreneur, on a tendance à se renfermer et foncer tête baissée. On a la tête dans le guidon, on se dit la priorité pour nous, c'est de commencer l'activité et on oublie le reste. Et puis surtout, on est, comment dirais-je, compétente, en tout cas dans nos expertises, mais on n'est pas forcément compétente dans l'autre expertise qui est de devenir chef d'entreprise, puisque c'est un métier à part entière. Donc là, vraiment, le conseil que je donne avant tout, en tout cas aux personnes qui souhaitent se lancer ou qui ont démarré ou qui sont déjà, c'est de ne pas rester seul et de faire appel à vraiment des réseaux d'entrepreneurs. En Guadeloupe, il y en a quelques-uns qui sont formidables. Moi, je suis passée par quelques-uns et vraiment, je n'ai aucun regret. Et ça m'a rassurée puisque je me suis dit, ah mais en fait, je ne suis pas confrontée, il n'y a pas que moi qui suis confrontée à des soucis ou à des problématiques, puisqu'on est tous et toutes dans le même panier et c'est rassurant. Et puis en échangeant avec certaines personnes qui sont porteurs de projets ou qui se sont lancés récemment dans ces réseaux d'entrepreneuriat, on découvre vraiment qu'on a les mêmes problématiques.
Donc c'est vrai que je dirais en tout cas aux personnes qui souhaitent se lancer de ne pas rester seules et d'être bien entourées, d'être bien conseillées et d'intégrer des réseaux d'entrepreneurs. Vraiment, je pense que c'est, en tout cas pour moi, ça a été très bénéfique, vraiment. Vous êtes formidable, Vanessa. Nous arrivons au terme de notre interview. Vous êtes une femme passionnée, une femme formée comme j'aime. Et vous êtes une femme aussi bourrée d'humilité. J'ai pris vraiment plaisir à préparer cette émission avec vous et à vous accueillir ce soir au sein des experts au féminin. Une dernière question, si on souhaite faire appel à vos services, comment fait-on? Est-ce que vous pourriez nous communiquer vos coordonnées, s'il vous plaît? Bien sûr. Alors, merci avant tout, et c'est un plaisir partagé d'avoir participé à cette émission. Et sachant en plus que je fais partie de votre invité et votre étoile, donc vraiment, c'était formidable. Si vous souhaitez effectivement me contacter, le plus simple, c'est par téléphone ou alors via les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, c'est tout simple, c'est le service financement, que ce soit sur Instagram ou Facebook. Et par téléphone, je communique mon téléphone, c'est ça? Alors, c'est le 06 93 37. Voilà. On va reprendre, c'est le 06 90 36 13 37. On peut également vous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, je crois que c'est le service financement, c'est bien ça? Le service financement underscore, je crois, le service underscore. Enfin, le service financement, vous trouverez. Et Facebook, c'est pareil. Super, merci beaucoup Vanessa et peut-être à bientôt pour une nouvelle émission. Ça marche. À bientôt. Merci beaucoup à Vanessa Longfort. Encore une fois, Cindy, très belle découverte. Merci Axel. Et puis ce parcours entrepreneurial exceptionnel avec une expertise dans laquelle on ne trouve pas toujours des femmes. Tout à fait. Et comme vous le dites souvent, se faire accompagner par des experts. Alors ce qui est intéressant, c'est que pour les porteurs de projets, il y a toujours cette phase un peu compliquée. Quand on a eu l'idée, on a couché tout ça sur le papier, où on va taper à la porte des banques. Et là, c'est le blackout. Oui, c'est très compliqué. Les banques ne suivent pas toujours. Et là, pouvoir présenter un dossier solide, voilà, ce n'est pas une expertise que tous les chefs d'entreprise ont. Et avec une experte justement comme Vanessa, les choses sont beaucoup plus faciles. Mais en fait, c'est exactement ça. Elle accompagne dans ce domaine-là. Donc, comme elle le disait, quand on est porteur de projet, comme je le dis souvent, il faut se faire accompagner. Alors, par un professionnel du droit, un professionnel des chiffres. Et elle, par définition, en fait, elle accompagne justement, elle est ce relais, en fait, entre la banque et la personne qui souhaite justement... qui sollicite un prêt, un tout financement. à fait, pardon. Et voilà, on ne sait jamais. Donc, elle conseille, elle recueille les informations, elle transmet justement les documents et elle peut justement vous informer par rapport à pas mal de choses. Même, puis on commet aussi des impairs dans la vie de tous les jours, même par rapport aux dépenses, des choses comme ça. Donc, c'est important justement de se faire accompagner par ce type de personnes qui pourront justement éviter les failles. Et cela augmente les chances d'avoir une réponse favorable. Exactement. Et c'est un métier aussi peu connu. Donc, c'était aussi l'occasion pour moi de présenter ce beau métier avec Vanessa Longfort, que j'ai pris plaisir à recevoir ce soir. Très bien. Merci encore. Une belle étoile. Merci. Alors, on passe à l'invité de Joël, qui est Maître Marie Scopette, que l'on connaît pour ses activités à Bruxelles. Tout à fait. Elle fait aussi un peu de lobbying, il me semble. Et là, on la découvre dans un tout autre domaine. Exactement. C'est exactement ça. Marie Scopette, elle est connue pour sa casquette d'avocate au barreau de Bruxelles. Et ce soir, on l'accueille avec sa casquette de propriétaire d'une ferme bio à Saint-François. Très bien. Bonsoir, Maître Copette. Alors, en plus, en direct de la ferme, on est déjà dans le décor. Bienvenue sur le plateau des experts au féminin. Joël va nous faire découvrir avec vous votre magnifique ferme à Saint-François, une ferme bio en plus. Tout à fait. Marie Scopette, bonsoir. Bonsoir, je vous remercie de me recevoir. Tout le plaisir est pour nous. Alors, racontez-nous un peu la genèse de ce projet. Comment une avocate décide de se lancer dans l'agriculture? Écoutez, c'est une belle aventure et j'espère que beaucoup de gens vont être motivés par cette pratique de l'agriculture. Alors, elle naît du fait qu'au départ, je suis pilote du projet Marie Galantine Durable, où l'on prône l'autonomie alimentaire et l'autonomie énergétique des territoires insulaires.
Et puis, sur toutes ces thématiques, la Commission européenne fait de grands projets. Et puis, elle m'a nommée ambassadrice du pacte climatique avec pour mission de véhiculer cette nécessité d'accéder à une autonomie alimentaire. Donc, j'avais un terrain agricole, donc je me suis lancée moi-même dans l'aventure parce que j'aime bien savoir de quoi l'on parle, parce que c'est très beau de faire des projets, c'est très beau d'être dans la théorie, mais concrètement en Guadeloupe, comment ça fonctionne pour accéder à la production agricole. Voilà. Donc, je suis partie de la théorie, de ces programmes européens, de mon expertise, pour finalement en faire un métier, parce que je suis agricultrice professionnelle avec une certification bio. On adore ça, hein, sur le plateau, on part souvent de formation, là on y est. Alors, votre engagement européen est intrinsèquement lié donc à ce projet. Quel état des lieux dresseriez-vous de l'autonomie alimentaire en Guadeloupe? On en est où? Alors, on en est très loin parce que, comme je le dis souvent, la problématique de nos territoires, c'est que les collectivités tirent leurs revenus des importations des aliments. Donc, rien n'est fait pour accompagner réellement l'agriculture. D'ailleurs, quand on parle d'autonomie, de projets d'autosuffisance alimentaire, ils sont rejetés. Le projet d'autosuffisance alimentaire a été rejeté par la région Guadeloupe, vous voyez, par exemple, sur l'île de Marie-Galante. Donc, c'est le constat, il est dur parce qu'on doit changer les pratiques, mais je vois beaucoup de jeunes qui se lancent dans cette dynamique. Vous savez, j'ai créé une association qui s'appelle Mouvement Outre-mer. On se réunit avec les agriculteurs, on s'entraide, on s'accompagne, et il y a une véritable volonté de notre jeunesse qui revient de plus en plus au pays avec le Covid. Et puis, nous ne sommes qu'aux prémices de ce qui va être une formidable aventure européenne, parce que la Commission européenne a décidé de lancer un grand programme qui s'appelle de la ferme à la table. Et je crois que c'est comme ça que vous avez entendu parler de ma ferme, c'est qu'on incite les gens qui font de l'agriculture à consommer localement, pour que le consommateur, le citoyen, soit sensibilisé au fait qu'il faut consommer local. Donc à ma ferme, on fait des événements de consommation de ce qui est produit localement. Très bien. Mais c'est tout à fait de cette façon que j'aurais parlé de vous. Donc, parlez-nous un petit peu de la ferme en question. Est-ce qu'elle est en libre accès? Qu'est-ce que vous proposez au public? Alors, elle n'est pas en libre accès, donc je produis, c'est vraiment le jardin créole, avec, j'ai voulu avoir tout ce que l'on pouvait imaginer produire en Guadeloupe. Donc, des fruits, des légumes. Là, vous êtes sous ma tonnelle de maracuja. Donc, je produis énormément de maracuja, j'ai des giromons, j'ai tous les fruits et légumes. Je vous dis tout ce que l'on peut imaginer. Moi, j'ai grandi en Basse-Terre, on plantait. Voilà, je suis une enfant de la Guadeloupe. On peut tout produire. Donc, ma production, elle est vendue au GDA Bio, à Bémao. Donc, on a un groupement des agriculteurs bio. Et membre de ce groupement, la production, elle est vendue là-bas. Mais j'ai des gens qui travaillent évidemment à la ferme. Et le next step, en fait, de la ferme, c'est de pouvoir faire des visites à des jeunes, à des enfants, pour voir comment fonctionne la production agricole. Ensuite, de faire de plus en plus d'événements avec des dîners, des réceptions. La ferme, elle est louée pour des cuisiniers, des gens qui ont envie de faire des événements locaux. Voilà, parce qu'il y a une véritable demande de ce qu'on appelle le slow tourisme. Vous savez, l'avenir est dans cette fameuse stratégie du tourisme durable, d'être connecté à la nature, d'être connecté au plus près de ce qui se fait. Et même les touristes de demain, ils pourront venir visiter la ferme, déjeuner, avoir des brunchs et tout ça. Et tout ça est fait par des prestataires qui font ça très bien, parce que ce n'est pas mon métier. Donc les prestataires comme Anna, je pense que vous connaissez, parce que nous avons des gens très dynamiques sur le territoire. C'est parfait, vous avez devancé ma question autour des projets prochains de la ferme. Parlons spécifiquement de l'événement du 25 juin. Vous évoquiez Anna, une amie en commun, Anna Lucio Aguilar, très talentueuse. Donc le 25 juin aura lieu un premier événement avec elle, Sunset à la ferme. Mettez-nous l'eau à la bouche. Qu'est-ce que vous avez proposé à la ferme ce jour-là? Alors Anna, qui est tombée sous le charme de la serre, de cette tonnelle avec cette grande table, je ne sais pas si vous arrivez à la voir derrière, on a une grande table, voilà, a souhaité faire un événement. Donc ce sont des produits de la ferme. En plus, comme Anna est espagnole, elle fait venir des produits d'Espagne, des jambons d'Espagne, et l'animation, donc il y a un concert.
d'abord avec Tricia Evie, parce que c'est important aussi de mettre en valeur nos artistes. Donc, on a une talentueuse chanteuse guadeloupéenne qui s'appelle Tricia Evie, donc il y aura un concert de jazz. Et puis, Anna qui concocte un déjeuner autour des produits de la ferme. Voilà. Donc, elle a fait cette communication. Une soirée d'exception. On sait déjà où est-ce qu'on sera le 25. Alors, si on souhaite justement réserver notre soirée en votre compagnie avec Tricia Evie, avec Anna, comment fait-on? Alors, Anna, qui fait très bien sa com, a fait une com sur Instagram. Donc, on a la com sur Instagram. Et je vais vous donner son numéro de téléphone, le numéro de téléphone d'Anna, parce que c'est elle qui organise, au 0690 19 59 81. 06 90 59 59 81. Je me retrouve à sa place parce que c'est pas du tout moi qui devais faire cette émission, c'est elle. C'est son événement. C'est bien d'avoir la propriétaire des lieux pour avoir un petit peu l'histoire, parce que c'est important, on aime raconter les histoires. Et c'est important aussi, votre compte Instagram, celui de la ferme bio, que tes spectateurs aillent voir ce que vous réalisez. Anna Cardier, Guadeloupe. Donc le compte Instagram, c'est Anna Cardier. Alors ce sont les fameuses noix de cajou, parce qu'on mange tout le temps les noix de cajou et on ne sait pas que l'arbre des cajous s'appelle l'anacardier. Donc Anacardier, Guadeloupe. Et puis c'est surtout mon petit clin d'œil que j'aime faire, vraiment sincèrement, je suis contente que vous puissiez me donner la parole. J'ai envie de dire aux gens, arrêtez d'avoir des grandes pelouses. La pelouse, c'est has-been. Maintenant, quand vous avez de la terre, cultivez, plantez vos tomates, faites de la salade. C'est accessible à tous. Je ne mange que mes produits de la ferme. Voilà. Et c'est important de se dire, c'est facile, on a pas d'hiver, c'est à la portée de chacun de pouvoir produire localement. On a compris le message. Je pense qu'on vous recevra prochainement en première partie parce qu'on a encore beaucoup de choses à se dire. Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation et on se dit à très bientôt. À très vite, je vous remercie. Merci à tous. Merci à vous, Maître Copette. Alors vraiment, Maryse Copette, c'est une femme aussi que j'admire énormément. Et de la voir se lancer dans ce défi de la ferme bio, ça me motive aussi. Parce que mon grand-père m'a laissé un petit terrain agricole. Et ça fait un moment que je m'interroge, ça va. Et bien voilà, vous savez quoi faire maintenant. Et vous savez, la fille du Nord-Grandière que je suis a cette relation particulière avec la terre. Et je m'interroge tout le temps, est-ce que je vais pouvoir, puisque ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais voir Maryse Copette se lancer là-dedans, oui, ça motive. Merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. C'est une femme inspirante. Ah oui. Je suis ravie qu'on l'ait vue ainsi. Parce que comme elle l'a dit, Anna effectivement était tout indiquée pour parler de l'événement. Mais c'est bien d'avoir les choses en amont, savoir concrètement d'où part tout cela. Exactement. Merci encore Joël. Alors Amanda, on part en Haïti avec vous. Alors oui, depuis Haïti, ce soir, nous recevons Gaël et Clifford Jasmin, qui sont un couple incontournable et spécialiste de la danse, des danses sociales de la Caraïbe. Et ils ont sorti un coffret DVD sur comment danser le compas. Excusez-moi. Donc du coup, ce soir, on les reçoit et ils vont nous en parler un petit peu plus. D'accord, excellent. Bonsoir Gaël et Clifford Jasmin. Allô? Depuis Haïti. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau des experts au féminin. Je vous laisse avec Amanda, avec qui vous allez discuter de la sortie de votre coffret DVD et livre sur la danse compas d'Haïti. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Alors, pouvez-vous nous dire, dans un premier temps, comment vous avez commencé à danser ensemble? Ah, wow, ça remonte au début des années 2000. On s'est rencontrés dans un festival de danse salsa à l'époque, organisé par Clifford et l'école Salsa Bord qu'il avait cofondé à l'époque. Et puis, moi, j'ai rejoint cette école justement. Peu de temps après, et puis de fil en aiguille, j'ai d'abord été son élève et ensuite on a commencé à danser ensemble, à être partenaires, et puis ensuite ça a été plus loin, on s'est mariés, on a vraiment eu une carrière à deux, en couple, à la fois sur scène et dans la vie. Je confirme.
Alors, c'est une grande première, cette pédagogie chorégraphique sur le compas. On a l'habitude des autres danses de salon, notamment le merengue, la salsa. Alors, c'était important pour vous qu'il y ait quelque chose sur le compas? C'était très important. En réalité, on s'est senti très mal à l'aise lors d'un festival à Cannes en 2011 où on était invité comme danseurs professionnels, mais pour la salsa, le cha-cha, enfin les danses latino-américaines, afro-caribéennes, pas le compas. Et lors d'une soirée sociale, dans le cadre de ce festival, ils ont joué un compas. Avec Gaël, on est monté sur la piste parce que c'était très rare d'entendre du compas dans ce type d'événement. Il y avait de la salsa, du merengue, de la bachata, etc. Pas le compas. Et du coup, on a été danser avec fougue, et on a dansé un petit peu à l'ancienne, un compas élégant, comme j'ai toujours vu mes parents danser, les anciens, avec beaucoup d'élégance et de classe. Et on s'est rendu compte que ça a eu du succès. Les gens se sont mis autour de nous. À la fin de la danse, ils ont applaudi. Et d'une manière générale, ils sont venus nous féliciter. Mais ce qui était étonnant et nous a intrigués, c'est qu'ils nous disaient systématiquement ce que vous faites, ce que vous venez de faire, c'est beau, mais qu'est-ce que c'est? Alors on s'est senti véritablement comme des cordonniers mal chaussés, parce qu'on s'est dit, tiens, ça fait longtemps qu'on est des ambassadeurs des danses latino-américaines. On avait fondé l'une des plus grandes écoles de danse latine, afro-caribéenne à Paris. On tournait un peu partout dans le monde. Et puis, notre propre danse était complètement dans l'ombre. Et c'est à partir de ce moment qu'on a décidé qu'il fallait changer quelque chose. On a commencé avec des recherches, on a commencé un travail de codification. Et dès la rentrée de septembre 2011, au programme de l'école Salsa Bor, notre académie, il y avait le compas. Et depuis, ça n'a pas cessé. Donc ça a été un travail avec beaucoup de recherches, notamment avec de la codification, comme vous venez de le dire. Et je sais que le public est habitué avec la danse ploguée, collée serrée sur un carreau. Alors, la danse compas, c'est bien plus que ça. Expliquez-nous. Oui. C'est très riche. La danse, elle est très riche. Et c'est vrai que ce qui est le plus connu, c'est effectivement le collé serré. Mais il faut savoir que dès le début, le compas avait beaucoup de chorégraphies, de pas chorégraphiées. D'autant plus que juste avant le compas, en Haïti, on dansait la merengue, qui était une danse avec beaucoup de classe, beaucoup d'élégance, et qu'il y a eu cette influence sur le compas. Il y a eu aussi beaucoup d'influence des danses traditionnelles, qui étaient aussi dansées avant le compas, avec tous les rythmes Ibo, Congo, etc., qui étaient joués. Donc, les danseurs avaient effectivement l'habitude de, tracer des pas. Absolument, d'autant plus que musicalement, le grand maestro du compas, le fondateur, a toujours affirmé qu'il s'est inspiré des rythmes folkloriques pour trouver le rythme du compas. Donc musicalement, il y a vraiment une connexion entre le folklore haïtien et le compas, qui est la musique de bal d'Haïti. Et effectivement, dans le temps surtout, les anciens traçaient le pas en dansant le compas. C'est vrai que les nouvelles générations ont eu tendance à privilégier le collet serré, mais c'était probablement dans l'air du temps. Mais c'est sûr que le compas ne se résume pas au collet serré, qui fait évidemment partie du compas aussi. D'ailleurs, dans notre pédagogie et notre approche, on fait place au collet serré, ce qu'on appelle le plodé. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que des gens comme ma sœur Axel, qui ne savent pas du tout danser le compas, avec vos méthodes, arriveraient à danser sur du compas? Oh oui. Et d'ailleurs, le coffret concerne tout le monde, c'est-à-dire les grands débutants, ceux qui n'ont jamais dansé le compas, ceux qui savent un petit peu, qui veulent se perfectionner, mais aussi les professionnels qui souhaitent, par exemple, intégrer la danse compas dans leur curriculum, dans les cours qu'ils offrent. Et on a vraiment tous les niveaux qui sont balayés dans le livre et dans le DVD, avec des explications qui sont quand même très claires. Il faut savoir qu'on a commencé à enseigner le compas depuis 2011, d'abord à Paris, ensuite en Floride, et maintenant on est en Haïti. Mais on continue de faire beaucoup de formations, de stages, de cours
à tous les niveaux, que ce soit le grand débutant jusqu'au professionnel. Et dans tous les cas, on a du résultat. Les gens arrivent à danser le compas, ils arrivent à danser avec le bouger typique, parce qu'il y a vraiment un bouger typique qui est attaché au compas. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une danse qui plaît très vite. Une danse et une musique. On a l'impression, comme on dit ici, la musique rentre dans le sang, passe dans le sang très vite. Et les gens arrivent à apprendre et à progresser jusqu'à se sentir à l'aise pour pouvoir monter sur la piste de danse. Et en réalité, le coffret, en fait, c'est le résultat de 11 ans de recherche et de 25 ans d'expérience en tant que professeur danseur spécialisé dans les danses afro-caribéennes. Donc, c'est clair que c'est étudié pour prendre les gens par la main, qu'on soit débutant ou avancé, on y trouvera son compte. Alors, votre livre est préfacé par Fanfan Thibot, chanteur célèbre du groupe Tabou Combo. Il a également reçu d'autres contributions de qualité. C'est important pour vous d'inclure les premiers acteurs que sont les musiciens de compas? Oh oui, oh oui. Et on a, dès le départ, toujours cherché à rattacher la danse et la musique, à les montrer ensemble. On a eu beaucoup de démarches envers les musiciens, que ce soit les anciens ou les plus jeunes. Par exemple, on a dansé sur scène avec Tropicana d'Haïti, on a dansé avec Tabou Combo, mais on a aussi dansé avec Karimi, avec Alan Kavé. Donc, on a toujours voulu montrer à la fois, comme on dit, les deux jambes du compas, à savoir la musique et la danse. Et donc, la collaboration avec les musiciens nous tient à cœur. Et on fait aussi partie d'un groupe ici en Haïti qui est composé à la fois des musiciens et des danseurs de compas pour justement faire en sorte que le compas soit reconnu comme patrimoine immatériel de l'humanité. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important et pour lequel on se bat depuis le début. Absolument. À savoir que la musique et la danse compas soient vraiment représentées ensemble. Et puis c'était important pour nous de donner des conseils sur la musique, des notions sur la musique compas aux danseurs. Et les interventions musicales dans le coffret sont dédiées aux danseurs. Ce n'est pas des interventions pour des musiciens, c'est des repères pour aider un danseur à entrer dans la musique et à bien exprimer la musique. Donc, c'était très important pour nous aussi d'avoir un peu d'histoire dans ce coffret. Donc, on a fait appel à un spécialiste, à un historien du compas qui nous a apporté sa contribution à ce niveau-là. Et d'autres musiciens comme Jean Pierre, Serge Rosenthal des Checheleux, un groupe mythique dans les débuts des Mini Jazz, et Michel Mathieu qui ont contribué sur les partitions, le rythme, etc. Donc c'est un livre vraiment complet. Et nous, évidemment, toute la partie danse, chorégraphique, pédagogique de la danse, structure d'un cours de danse, c'est Gaël et moi-même. Reprise de la promotion sur la danse compas, vous avez aussi organisé des compas Dance Challenge. De quoi s'agit-il? Parlez-nous-en un petit peu. Ah oui, alors le Compas Dance Challenge, c'est effectivement le premier concours national de danse compas en Haïti qu'on a organisé donc, pour la première édition de 2019 à 2020. Et l'idée, c'était quoi? C'était effectivement de pouvoir stimuler les jeunes et les moins jeunes autour et rassembler autour de la danse compas et surtout s'assurer qu'on puisse toucher le maximum de personnes. Donc on a pensé avec nos partenaires dans l'association Haïti Danse que l'on a montée ici, à savoir Ali Akassé et Claude Bernard Célestin, organiser ce concours dans lequel on a pu avoir une centaine de danseurs qui représentaient tout le pays, donc venus des 4 coins d'Haïti et des danseurs passionnés de compas et qui se sont, je dirais même pas affrontés parce que ça a été vraiment une très belle ambiance de partage. On s'est plutôt rassemblés autour d'un trait culturel fort qui est le compas pour Haïti. Et ils ont pu activité dans le compas sur scène
Et ce qui était important, c'est qu'il faut le dire, c'était une émission de télévision en même temps. D'ailleurs, produit par Dream Master avec Jocelyn Vautor, et donc qui a eu un franc succès, qui a été diffusé évidemment dans la capitale, les chaînes connues de la capitale, mais aussi en province, et aussi sur les réseaux sociaux largement. Ça a vraiment, pendant toute la période, j'ai envie de dire que les gens ont vibré au rythme du compas en suivant cette émission, ce concours de danse qui s'est bien terminé. On a un champion national de compas qui sera peut-être détrôné lors de la prochaine édition. Il y aura une prochaine édition, parlez-nous-en. Ah oui, on espère. Alors, c'est vrai que en ce moment, la situation politique du pays n'est pas très favorable. Donc, pour l'instant, on est un peu en pause, mais on se prépare pour la deuxième édition. Et c'est vrai que, par exemple, le coffret tombe à point parce que ça nous permet de continuer à former des jeunes, à former des gens en danse compas. Et à vulgariser davantage la danse compas avec les éléments techniques qu'il faut. Et parce que l'idée, c'est aussi d'ouvrir ce concours à l'international. La première édition était strictement nationale, mais pourquoi pas penser pour la deuxième édition d'avoir des participants antillais, guadeloupéens, martiniquais. Le compas est aussi vôtre quelque part, parce que je sais que vous appréciez le compas, comme on apprécie le zouk d'ailleurs. Et puis d'avoir des gens des États-Unis ou de la France, etc., et faire un concours plus ouvert. Donc le coffret viendra quelque part soutenir cette ouverture. Alors, peut-on vous trouver en ligne? Oui. Alors, déjà, on a un site internet sur lequel on présente le coffret qui est compadance.com, KONPADANCE.com. Mais on est aussi sur Facebook, Haïti Compadance. On est aussi sur Instagram, Gaël Clifford Jasmin. Et évidemment, on peut aussi nous joindre par email. Donc, les contacts sont sur le site internet. Et on ne manquera pas de tenir informés nos followers de tout ce qui se passe, notamment avec cette promotion que l'on démarre avec le coffret et qui va vraiment durer, puisque on veut non seulement faire la promotion du coffret, mais aussi faire de la formation, la promotion à l'international également. Donc il faut rester connecté, peut-être qu'on passera chez vous. J'allais demander. Voilà. On espère vraiment vous voir en Guadeloupe et pouvoir bénéficier de vos services en tout cas. Mais je vous remercie d'avoir été avec nous ce soir et j'espère à très bientôt pour une prochaine émission. On aime beaucoup la Guadeloupe. On a été à plusieurs reprises en Guadeloupe pour la danse, mais jusque-là pour la salsa, le cha-cha-cha, les danses latino-américaines. On espère venir prochainement pour le compas. Pour le compas. En tout cas, ça a été un grand plaisir. Merci beaucoup Gaël et Clifford Jasmin. Et oui, merci Amanda. Je vous signale que le 22 juillet, c'est mon anniversaire. Donc, peut-être que ce ne sera pas à temps pour pouvoir danser sur New Look et Félicia Ross le 13 juillet au Compas Festival de Guadeloupe. D'ailleurs, la chaîne est partenaire. Mais ce sera un début. Mais en tout cas, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, on vous remercie et on vous dit à très bientôt, à la semaine prochaine pour un nouveau numéro.